Nous sommes en 1559. Le roi Henri II de France participe à un tournoi de joutes devant sa cour. Quand, soudain, la lance de son jeune adversaire traverse son casque, s'enfonçant dans son œil, le plongeant dans une douloureuse agonie et entraînant sa mort quelques jours plus tard. Ce qui est étrange dans cette affaire, c'est que 4 ans plus tôt, un homme avait écrit une prophétie qui décrivait exactement ce qui venait de se passer. Cet homme s'appelait Michel de Nostradamus. Son vers ou quatrain disait « Le jeune lion surpassera le vieux sur le champ de bataille par un duel singulier. Dans une cage d'or, les yeux lui seront transpercés, 2 coups en un, puis il mourra, mort cruelle. » Il a décrit un duel, une lance qui se brise, une cage d'or qui cède et la mort qui s'ensuit. La figure de Nostradamus traverse les siècles enveloppée d'une aura qui ne se dissipe jamais complètement, comme si chaque génération rouvrait le même livre, espérant trouver entre ses pages un avertissement qui n'a pas encore été entendu. Ces Centuries, publiés en 1555, ne sont pas de simples textes poétiques, ce sont des fragments cryptiques que beaucoup assurent décrire avec une précision troublante certains des moments les plus sombres de l'histoire. L'une des quatrains les plus citées est celle qui, soi-disant, anticipe l'ascension d'Adolf Hitler. Appartenant à la centurie 2-4-1-24, des bêtes féroces, de faim, avaleront les rivières. La plus grande partie du champ sera contre Hitler. Dans une cage de fer, le grand sera emmené, quand le fils d'Allemagne ne verra rien. Publié au XVIe siècle, cette quatrain a été réinterprétée des siècles plus tard, indiquant que Hitler pouvait être une déformation du nom Hitler, ou même une référence géographique au Danube. L'association n'est pas directe, mais l'écho est assez fort pour avoir survécu dans l'imaginaire collectif. Un autre cas récurrent est celui du grand incendie de Londres. Dans la centurie 2-4-1-51, Nostradamus a écrit « Le sang du juste sera réclamé à Londres, brûlé par le feu en l'an 66. La vieille dame tombera de sa haute place, et beaucoup de la même secte seront tués. » L'incendie s'est produit en 1666, dévastant une grande partie de la ville, et depuis lors, ce quatrain est devenu l'un des exemples les plus cités d'une prétendue prédiction réalisée. Bien que les interprétations, une fois de plus, restent sujettes à débat. Mais ne nous précipitons pas. Avec le temps, la figure de Nostradamus n'a fait que grandir, alimentée aussi bien par ceux qui cherchent des schémas que par ceux qui ont besoin de réponses. Ainsi, son nom s'est retrouvé associé même à des événements modernes, comme les attentats du 11 septembre. Pendant ces jours-là, des textes lui attribués ont commencé à circuler sur Internet, parlant de 2 oiseaux d'acier et de tours qui tomberaient. Même si beaucoup de ces prétendus quatrains se sont avérés être des falsifications contemporaines ou des réinterprétations forcées de fragments vagues. Et c'est là que la frontière entre prophétie et construction humaine commence à devenir dangereusement floue. Parmi ceux qui étudient ces textes, certains affirment avoir trouvé des références à un nouveau cycle de crise mondiale, de conflits et de transformations profondes. Et les guerres qui ne sont pas déclarées de façon traditionnelle, des effondrements qui ne commencent pas par une explosion, et des changements de pouvoir qui se préparent en silence, bien avant de devenir visibles. Mais est-il vrai que Nostradamus a prédit tout ce qu'on dit qu'il a prédit pour cette année? La réponse est courte et assez décevante. Non, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun indice que les textes de cet homme parlent précisément de l'année 2026. Cependant, il y a quelque chose de plus intéressant. Beaucoup de quatrains restent étranges et restent ouverts à l'interprétation. La raison de ce rapport n'est pas de discréditer la figure de Nostradamus, mais de rejeter ce qui est faux. Analyser comment sa figure a acquis autant d'importance, essayer de comprendre comment étaient ses relations avec les puissants de son temps, et citer ses vers les plus énigmatiques, pour que ce soit vous qui essayez de leur donner un sens. Un enfant curieux. Avant les quatrains, avant les nuits blanches et les mots qui semblaient devancer le temps, il y eut un enfant. Un enfant né en 1503 dans la région de Provence, dans le sud de la France. Dans un territoire où le passé semblait encore proche, où les traditions n'étaient pas des reliques, mais faisaient partie du présent. Et où la religion n'organisait pas seulement la vie, elle délimitait aussi ce qu'il était possible de penser. Cet enfant fut baptisé Michel de Nostredam, le nom Nostradamus. Vendría después, como tantas cosas que se construyen con el tiempo. Au cours de sa première année, rien ne le distinguait de façon extraordinaire, sauf peut-être l'environnement dans lequel il a grandi.
Sa famille était d'origine juive, non pas dans un sens superficiel ou anecdotique, mais dans un héritage culturel profond. Cependant, comme beaucoup d'autres familles dans la France de l'époque, il s'était converti au catholicisme, dans un mouvement qui ne répondait pas toujours à la foi, mais plutôt à la nécessité de dissimuler certaines informations, qui pouvaient s'avérer négatives dans ce contexte. On dit que le grand-père de Michel a joué un rôle clé dans sa formation précoce, car il lui a transmis des connaissances qui n'étaient pas courantes pour un enfant de son âge, parmi lesquelles les mathématiques, l'astronomie et des notions sur le mouvement des astres. À une époque où le ciel n'était pas seulement un spectacle, mais un langage, apprendre à le lire revenait, d'une certaine manière, à apprendre à interpréter le monde. Rappelons qu'au XVIe siècle, la frontière entre l'astronomie et l'astrologie n'était pas aussi claire qu'elle le serait plus tard. Observer les planètes, enregistrer leur trajectoire et calculer leur position cohabitaient avec l'idée que ces mêmes mouvements pouvaient avoir une influence sur la vie humaine. Au fur et à mesure que Michel grandissait, cet intérêt devenait de plus en plus structuré dans son esprit curieux. À son tour, sa curiosité sans limite l'a conduit à entrer à l'université de Montpellier, l'un des centres d'études les plus importants de l'époque, où il s'est formé comme médecin. Une fois là-bas, il a découvert une autre approche, une autre vision du monde, pour donner un sens à ce qui l'entourait. Dans ce monde académique, la maladie commençait à ne plus être une punition divine pour devenir quelque chose d'observable, quelque chose d'étudiable. Durant ces années-là, rien n'indiquait que ce jeune homme qui vivait avec un livre sous le bras allait devenir autre chose qu'un médecin ou un observateur occasionnel du firmament. Il n'y avait chez lui aucun signe de vision, ni rien de plus, encore moins de récit d'un don se manifestant précocement. Ce que l'on peut en déduire, c'est une personnalité assurément disciplinée et une tendance à rester ouvert à tout ce qui attirait son attention. C'est pourquoi, alors que d'autres apprenaient à voir le monde en compartiments, le jeune Michel semblait évoluer dans un espace intermédiaire où tout pouvait être relié. Il ne fallut pas longtemps avant que cette façon de penser ne commence à prendre une direction que personne, pas même lui, n'aurait pu prévoir auparavant. Et cela se produirait à cause d'un terrible malheur. Au XVIe siècle, la réalité avait une manière particulièrement brutale de faire irruption dans la vie des gens. La question est, que se passe-t-il lorsqu'un homme formé pour guérir se retrouve face à une maladie qu'il ne peut arrêter et qui commence à tout emporter? L'arrivée de la peste. Il y a des moments dans la vie d'une personne où tout ce qu'elle a appris cesse d'être suffisant, parfois. Le chaos qui surgit est trop grand, trop violent et implacable pour être contenu dans n'importe quel système d'idées. Pour Michel, ce moment est arrivé sous la forme d'une maladie. La peste n'était pas un phénomène inconnu en Europe, c'était une présence récurrente, presque cyclique, qui avançait sans demander la permission, transformant des villages entiers en lieux plongés dans le silence. Mais connaître son existence n'était pas la même chose que l'affronter. Lorsque Michel a commencé à exercer la médecine, ces épidémies sont revenues. Et elles l'ont fait avec la même logique qu'à chaque fois, rapide, indiscriminée et impossible à contrôler avec les ressources de l'époque. Les villes se fermaient et les familles s'isolèrent chez elles, tandis que les corps commençaient à s'entasser dans les rues. Dans ce contexte, la figure du médecin prendrait une dimension ambiguë. D'un côté, il représentait le dernier espoir. De l'autre, il était souvent quelqu'un qui ne pouvait rien faire d'autre qu'accompagner l'évolution de la maladie. Mais Michel ne s'est pas contenté de répéter « los métodos tradicionales ». Alors qu'une grande partie de la médecine de son époque restait attachée à des pratiques héritées, parfois plus symboliques qu'efficaces, Michel a commencé à appliquer des approches différentes. Il recommandait tout simplement l'hygiène, la ventilation et la propreté des lieux. Il insistait sur des mesures qui pourraient aujourd'hui sembler élémentaires, mais qui, à l'époque, ne faisaient pas partie du consensus médical. On lui attribue également la création d'une pilule à forte teneur en vitamine C. Bien sûr, rien de tout cela n'arrêtait la peste, mais cela aidait à faire la différence. Cette tentative de faire les choses différemment a permis au jeune homme d'obtenir suffisamment de résultats pour se forger une certaine réputation. Nombreux étaient ceux qui se rendaient chez lui à la recherche de conseils pour tenter d'arrêter l'avancée cruelle de la mort. Mais à un certain moment, il se produisit ce qu'il attendait le moins, du moins pour lui. Un jour, la peste cessa d'être une menace extérieure. Soudain, sa femme et ses enfants tombèrent malades. Il n'existe pas de registre détaillé de ces jours-là, ni de version détaillée de ce qui s'est passé à l'intérieur de cette maison. Les versions sont contradictoires et il est fort probable que la vérité se soit diluée avec le temps.
Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les personnes infectées sont mortes. Le tableau était désolant. Un médecin qui avait consacré sa vie à comprendre la maladie n'avait pas pu aider ceux qui comptaient le plus pour lui. Ce genre de perte ne se surmonte pas facilement, à aucune époque, encore moins à celle-là. Après cette perte, Miguel a disparu des registres pendant un certain temps. Il a quitté la maison, il a quitté sa place, il a cessé d'être l'homme qu'il avait été. C'est à ce moment précis que l'histoire de Miguel commence à changer de direction. Ceux qui le connaissaient ont craint le pire. Pourtant, ce n'est pas ce qui s'est passé. Avant d'écrire sur l'avenir, Miguel s'est lancé dans un voyage personnel pour devenir quelqu'un capable d'envisager le futur avec un regard différent. Des années pendant lesquelles le médecin commencerait à construire le langage, ce qui ferait de lui le prophète le plus énigmatique de l'histoire. Miguel mourrait pour laisser place à Nostradamus. La naissance d'un mythe. Le passé lui pesait et l'avenir lui semblait incertain. Avec cette douleur et cette angoisse, Nostradamus avançait sans suivre une ligne définie. Il s'est déplacé dans différentes régions, est entré en contact avec des traditions, des textes et des savoirs qui ne faisaient pas strictement partie de sa formation médicale. Il a accru son potentiel intellectuel, mais il l'a fait loin des bibliothèques. Il a commencé à s'entretenir avec des professionnels de différents domaines. On dit qu'il s'est intéressé à l'alchimie et qu'il est probable que son but ultime ait été de vouloir ressusciter les siens. Quoi qu'il en soit, il semble être arrivé à une conclusion. Il ne pouvait pas changer ce qui s'était passé, mais il pouvait aider à prévenir de futures tragédies. Au cours de ces longues nuits, le ciel, avec ses astres et son immensité, a de nouveau occupé une place dans sa vision du monde. On parle de pratiques nocturnes, de moments d'isolement et d'états de concentration où le monde extérieur perdait de sa netteté. On dit qu'il a consacré des nuits entières à l'introspection, qu'il a médité, qu'il a atteint une certaine illumination et même qu'il a invoqué des esprits. Ce ne sont que des spéculations et des réflexions. Pourtant, une image revient souvent dans les récits ultérieurs, celle de Nostradamus, d'un récipient rempli d'eau placé devant lui comme surface de concentration. Il n'existe aucune preuve concluante que cela ait été sa méthode principale, mais la persistance de cette scène dans la tradition en dit long sur la façon dont on a commencé à l'imaginer. Ce qui est bien documenté, c'est qu'à un moment donné, alors qu'il était de nouveau marié et de retour dans sa ville, il a commencé à écrire des almanachs. Il s'agissait de publications annuelles relativement courantes à cette époque et dans cette région, qui incluaient des prédictions, des observations astronomiques et des commentaires sur l'autre versant, l'histoire. Cela n'avait rien de secret et circulait naturellement et avait un public établi. C'est dans ce format que Nostradamus a commencé à construire sa voix. Au début, ses prédictions n'étaient pas radicalement différentes de celles d'autres auteurs, mais petit à petit, quelque chose a changé. Son langage est devenu plus dense, plus chargé de symboles et moins direct. Il semble, selon ceux qui étudient son œuvre, qu'il testait les limites de la manière de le dire. Ce déplacement n'est pas anodin. Beaucoup pensent qu'il y a eu une décision très consciente de ne pas être clair ni explicite, mais tout le contraire. C'est comme si Nostradamus savait que l'important n'était pas que le message soit compris immédiatement, mais qu'il résiste au temps. Mais pourquoi faisait-il cela ? Pourquoi, s'il avait quelque chose d'important à dire, choisissait-il de le dire de manière compliquée ? La réponse est simple, pour se protéger. Dans un contexte où certaines affirmations pouvaient être dangereuses, l'ambiguïté servait de bouclier. Beaucoup d'autres avaient succombé à l'Inquisition lorsqu'on en venait à croire qu'ils possédaient une sorte de pouvoir, et Nostradamus ne voulait pas subir le même sort. Avec ces quatrains qui suscitèrent le doute, le nouveau prophète pouvait dire sans vraiment le dire. En même temps, cela a transformé la nature même de ce qu'il écrivait. À mesure que le langage devenait plus ouvert, il devenait aussi plus adaptable. Autrement dit, il devenait plus susceptible de différentes lectures. Ce langage dispersé, ces idées éparses et ces fragments qu'il élaborait ont donné lieu tôt ou tard à l'apparition d'un livre, et pas n'importe quel livre. Nous parlons d'un livre qui contenait un ensemble de textes qui allaient devenir emblématiques. Un livre qui n'allait pas offrir de certitude, mais quelque chose de bien plus puissant. La possibilité que, à un moment donné dans le futur, quelqu'un l'ouvre et sente que ces mots parlent de... Ces célèbres prophéties étaient nées. Et c'est ainsi que notre histoire revient au début. Les prophéties. En 1555, Nostradamus publia la première édition de Les Prophéties.
Officiellement, le livre était composé d'une série de quatrains, des vers de 4 lignes organisés en groupes qui seraient ensuite connus sous le nom de centuries. Chacune de ces pièces fonctionnait comme une unité en soi, mais en même temps, elles semblaient être des lignes organisées de lettres. Toutes avaient leur propre logique interne qui n'était pas entièrement expliquée. L'œuvre ne comprenait pas de préface expliquant la manière de la lire. Ainsi, le lecteur conventionnel se perdait rapidement dans des labyrinthes complexes ou cherchait à donner son propre sens à tout cela. Il ne serait ni forcé ni erroné d'affirmer que dans ce geste, dans ce besoin d'interpréter, résidait la véritable nature du livre. Le langage qu'il utilisait, comme nous l'avons dit, renforçait cette idée. De plus, il mélangeait l'ancien français avec le latin, incorporait des termes peu clairs et des références symboliques. Il y avait des rois sans nom, des villes qui pouvaient être n'importe lesquelles et des événements qui semblaient faire allusion à des conflits, mais sans les situer dans un contexte précis. À tel point que beaucoup de ces vers trouvèrent un écho dans ce qui allait se passer. Voyons par exemple la prophétie avec laquelle nous avons ouvert cette vidéo. Ce quatrain dit « Le jeune lion surpassera le vieux sur le champ de bataille dans un duel singulier. Dans une cage d'or, il lui transpercera les yeux, 2 blessures en une, puis mort cruelle. » Pendant des années, ces mots n'étaient rien de plus qu'une énigme, un duel entre lions, une cage dorée, une blessure impossible à imaginer. Jusqu'en 1559 en France, lorsque le roi Henri II de France décida de participer à un tournoi. C'était une sorte de célébration, une démonstration de pouvoir, d'honneur et de tradition. Son adversaire était plus jeune et sa lance s'est brisée. Un éclat traversa la visière dorée du casque royal, que l'on pouvait interpréter comme une cage d'or, et pénétra dans son œil. Après des jours d'agonie, le roi est décédé. Ce n'est qu'alors que quelqu'un relut le quatrain, et, pour la première fois, il sembla avoir un sens. Mais Nostradamus n'a pas seulement écrit sur son époque. Dans un quatrain qui est resté inaperçu pendant des années, on peut lire du peuple esclave, chansons, chants et revendications. Tandis que princes et seigneurs sont retenus dans des prisons, à l'avenir, par des têtes insensées, elles seront tenues pour des prières divines. Plus de 2 siècles après que ces mots aient été écrits, la Révolution française a éclaté. Les rues se sont remplies de voix, les palais se sont vidés de rois, et la chute d'une monarchie jusque-là impensable est devenue inévitable. Encore une fois, le quatrain a trouvé son reflet. D'autres exemples, bien sûr. Écoutez et essayez de deviner de qui il s'agit. Un empereur naîtra près de l'Italie, qui coûtera cher à l'Empire. On dira, en voyant ses alliés, qu'il est plus boucher que prince. Vous avez deviné? Beaucoup ont mis du temps à le faire, jusqu'à ce que le nom de Napoléon Bonaparte commence à résonner en Europe comme un écho constant. Tout concordait. Né en Corse, France, en France, en France, en France, France, en France, comme le disait le quatrain. Et ce n'est pas tout. Peut-être que le plus effrayant, ce sont les quatrains qui n'ont pas encore été interprétés. Observons. Roi de France, que cela? Né, le royaume se consolidera. Corse, roi de France, épouse, le soleil sera caché. Le monstre sera vu en plein jour. Interprété autrement, très cher, il ne sera pas surveillé. L'image est presque cinématographique. Un monstre visible en France, France, en France, France, interprété. Parle-t-il d'un phénomène physique, de quelque chose de symbolique ou d'une menace ignorée jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Comme mentionné au début, à la fin de cette vidéo, nous vous proposerons quelques centuries à résoudre ensemble. En attendant, revenons là où nous en étions restés. Il n'est pas nécessaire de préciser que Nostradamus avait tissé sa propre immortalité au cours de sa vie. Au moment de sa publication, son livre a suscité la curiosité. Ce n'était pas un phénomène de masse immédiat, mais il n'est pas non plus passé inaperçu. Ses almanachs lui avaient déjà donné une certaine visibilité, et ce nouveau travail élargissait cette portée, en plus de le placer dans une position différente. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? L'évidence. Inévitablement, et malgré toute la prudence dont il a essayé de faire preuve, le style de Nostradamus a attiré l'attention des gens de pouvoir. Il y avait un intérêt sincère, mais aussi de la méfiance. Dans un royaume ou dans tout système où le pouvoir dépend de ce qui peut être anticipé, quelqu'un qui parle de l'avenir n'est jamais une figure neutre. Que s'est-il passé quand les paroles de Nostradamus ont cessé de circuler parmi des lecteurs anonymes et ont été interprétées par les gouvernants de cette région? Relation de Nostradamus avec le pouvoir.
À un moment donné dans les années 1550, la figure de Nostradamus cesse d'appartenir uniquement au domaine des curieux, des lecteurs d'almanachs et de ceux qui se trouvaient dans son entourage. Un exercice d'interprétation pour commencer à être observé depuis un autre point de vue, beaucoup plus sensible et en même temps beaucoup plus dangereux. Ces écrits sont arrivés à la cour française et, avec eux, arrivait aussi l'inquiétude qui accompagne toujours tout discours sur l'avenir. Il va sans dire que les décisions qui y étaient prises n'affectaient pas seulement ceux qui les prononçaient, mais aussi des territoires entiers, des alliances et des conflits qui pouvaient s'intensifier de manière imprévisible. Dans la décennie, la figure de Nostradamus pouvait être ignorée. C'est dans ce contexte qu'apparaît la figure de Catherine de Médicis, une femme qui comprenait le pouvoir comme un réseau d'influences, de symboles et de signes. On savait qu'elle s'intéressait à l'astrologie et à tout outil permettant d'anticiper les mouvements futurs. Pour elle, tout cela était une façon supplémentaire d'exercer un contrôle dans un environnement où l'incertitude était constante. Lorsque Nostradamus fut convoqué en sa présence, la manière dont ses paroles pouvaient être utilisées était en jeu. Nostradamus commença ainsi à devenir une sorte de conseiller qui signalait des possibilités sans jamais les clore tout à fait. Il réussit alors quelque chose de difficile pour l'époque. Bien qu'il ne soit pas vu comme un sage, personne ne l'accusa d'hérésie. Des enquêtes approfondies ont conclu à des griefs à son encontre. Dans un contexte où beaucoup d'autres furent persécutés pour bien moins, sa capacité à évoluer dans ses limites en dit autant sur son intelligence que sur sa manière d'écrire, comme cela a déjà été mentionné. Tout simplement, les paroles de Nostradamus, l'homme qui pouvait voir l'avenir, commencèrent à influencer directement le présent. Cela explique la raison de sa pertinence historique et pourquoi son œuvre a été suffisamment préservée pour rester d'actualité jusqu'à nos jours. Mais avant que sa figure ne se dissolve dans des interprétations ultérieures, il y eut 2 derniers épisodes qui allèrent le définir. Des épisodes liés à sa propre mort. Nostradamus et sa mort. Au cours des dernières années de sa vie, Nostradamus n'était plus seulement le médecin qui avait parcouru les villages en affrontant les épidémies, ni l'auteur qui avait construit un langage capable de traverser les époques, ni la figure qui avait été appelée à la cour. Mais c'était aussi un homme que personne ne comprenait vraiment entièrement. C'était aussi un homme vieillissant, affecté par des problèmes de santé qui limitaient sa mobilité et l'obligeaient à réduire son activité. La goutte, une maladie connue à son époque, a progressivement détérioré son état physique. Les déplacements sont devenus plus difficiles, les routines ont changé et l'espace dans lequel il évoluait a commencé à se réduire. C'est à ce moment-là qu'apparaît l'un des récits les plus persistants autour de sa personne. Une histoire qui a été répétée, citée et réinterprétée au fil des siècles. Selon cette tradition, la nuit précédant sa mort, Nostradamus aurait annoncé à ceux qui l'entouraient qu'ils ne le trouveraient pas vivant au lever du soleil. La phrase, telle qu'elle nous est parvenue, n'est attestée dans aucun document contemporain direct, permettant de la vérifier avec une précision absolue. Mais sa persistance à travers le temps en dit long sur la façon dont sa fin a été perçue. Personne ne voyait Nostradamus comme quelqu'un d'ordinaire. L'homme est mort en 1556 à Salon de Provence, l'endroit où il avait passé une grande partie de ses dernières années. Mais l'étrangeté ne s'arrête pas là. L'une des histoires les plus troublantes entourant Nostradamus concerne une autre prédiction à propos de lui-même. La version la plus répandue dit que Nostradamus aurait laissé un avertissement sur sa propre tombe, affirmant que ceux qui la profaneraient subiraient une mort presque immédiate. Selon le récit, pendant les troubles de la Révolution française, son tombeau a été ouvert par des soldats ou des révolutionnaires qui cherchèrent des objets de valeur, ou qui défiaient simplement la figure du prophète. En ouvrant le cercueil, toujours selon cette tradition, ils ont trouvé une plaque ou une inscription indiquant une date précise, la même date que celle où ils profanaient sa tombe. Le détail le plus sombre vient après. L'un des hommes qui a participé à la profanation aurait pris le crâne de Nostradamus, et peu de temps après, parfois on dit même cette même nuit, il a été assassiné ou est mort de façon violente. Il n'existe pas de registre fiable confirmant la fameuse plaque avec la date exacte. Ce qui est bien documenté, c'est que sa tombe a effectivement été profanée pendant la Révolution française, ce qui n'est pas surprenant compte tenu du contexte de l'époque. Le reste semble avoir été construit plus tard,
ce qui nous ramène encore une fois à l'année 2026. Prophétie pour 2026. S'il y avait vraiment quelqu'un capable de voir au-delà de son époque, alors le futur ne serait plus un territoire inconnu, mais une carte écrite il y a des siècles, attendant d'être correctement interprétée. Mais lorsque le regard se porte spécifiquement sur 2026, la première chose qui apparaît est l'incertitude et le doute. Dans les médias, les documentaires et surtout dans les vidéos qui circulent massivement sur des plateformes comme YouTube, certaines affirmations sont répétées encore et encore. Que Nostradamus aurait anticipé une grande guerre en Europe, l'effondrement des puissances traditionnelles, des catastrophes naturelles d'une ampleur inédite et même une crise alimentaire mondiale qui mettrait en péril des millions de personnes. On parle aussi de changements dans le leadership mondial, de figures qui tombent sans avertissement et de nouvelles alliances qui redéfiniraient l'équilibre des pouvoirs. Cependant, lorsqu'on décide de revenir aux sources originales, aux centuries, telles qu'elles ont été publiées au XVIe siècle, la scène change complètement. Il n'existe aucun quatrain qui mentionne explicitement l'année 2026. Aucune. Les prétendues prophéties pour 2026 qui circulent aujourd'hui ne sont pas des prédictions directes, mais des interprétations modernes. Des lectures qui prennent des fragments généraux et les placent dans notre calendrier actuel, souvent sans fondement textuel solide permettant de fixer une date précise. Dans certains cas, il s'agit même directement de textes faux, attribués à Nostradamus, créés des siècles plus tard pour correspondre à des événements contemporains ou pour amplifier l'impact d'un récit apocalyptique qui trouve toujours son public. Cependant, si nous voulons vraiment essayer de voir ce que ce prophète a laissé pour notre époque ou les temps à venir, nous pouvons analyser certaines de ces lignes qui restent encore mystérieuses. Par exemple, dans la Centurie, un quatrain 69, la grande montagne ronde de 7 États. Après la paix, la guerre, la famine et l'inondation, elle roulera au loin, engloutissant de grands pays, même des antiquités et de grandes fondations. Il décrit une catastrophe naturelle, un glissement massif, un impact, une irruption ou une métaphore de quelque chose qui s'abat sur le monde. Que signifie cette séquence? Paix, guerre, famine, inondation. Un cycle? Un avertissement? Dans la Centurie de quatrain 62, il est dit « Mabus mourra bientôt, puis viendra, de gens et de bêtes, une horrible défaite. » Puis soudain, on verra la vengeance. Sang, main, soif, famine, que la comète passe. Au fil des siècles, Mabus a été identifié à plus de 20 figures différentes. Saddam Hussein, Oussama Ben Laden, même avec les noms de dirigeants actuels, si on les écrit à l'envers ou si on réorganise les lettres. Aucune interprétation n'a jamais été définitive. Ce qui est cohérent dans le quatrain, c'est la séquence. D'abord Mabus meurt, ensuite vient le chaos, pas l'inverse. Cela change la lecture, ce n'est pas une cause, c'est un signe. La mort de cette figure ne provoque pas la catastrophe, elle l'annonce. Et la comète? Dans la symbolique de Nostradamus, les comètes ne sont pas de la décoration. Elles apparaissent lors de moments de rupture. Si Mabus est une figure réelle, la comète serait le signe que le temps est écoulé. Qui pensez-vous que Mabus est? Je vous lis dans les commentaires. Dans la Centurie 5, quatrain 25, on peut lire « Le grand empire sera bientôt déplacé vers un petit endroit qui grandira rapidement. Un lieu très insignifiant, d'une petite région. Le centre du grand monde viendra à dominer. Parle-t-il de l'émergence d'une puissance inattendue, d'un changement géopolitique, d'une ville, d'un pays, d'une structure qui à son époque semblait insignifiante? Est-ce quelque chose qui s'est déjà produit ou quelque chose qui est encore en train de se former? Dans la Centurie 9 quatrain 44, les choses deviennent encore plus obscures. La nuit, le loup viendra vers la ville. Affamé, enragé et les yeux flamboyants, l'étranger entrera sur la grande place et le peuple sera pris sans défense. L'interprétation la plus évidente est une invasion. Une armée, un chef, une force qui entre de l'extérieur. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas. S'il s'agissait d'une invasion conventionnelle, la ville se défendrait. Ici, il n'y a pas de défense. La ville est prise sans résistance. Cela suggère une autre interprétation. Ce n'est pas une conquête militaire, c'est une conquête silencieuse. Quelqu'un arrive qui n'est pas reconnu comme une menace et quand le peuple réagit, il est déjà trop tard. Une figure politique, un système, une idée, remontez la vidéo et réécoutez-la. Voyez si vous voyez ce que je crois voir. Dans la Centurie, un quatrain 46, on lit, très près d'Auch, de Lectoure et de Mirande. Un grand feu tombera du ciel pendant 3 nuits. La cause sera très étonnante et merveilleuse. Peu après, la terre tremblera.
Évoque-t-il un phénomène astronomique, un impact, une guerre ou un événement futur? De la centurie 10, quatrain 72, c'est l'une des plus citées et aussi des plus discutées. L'an 1999, 7 mois, du ciel viendra un grand roi de terreur. Ressuscitera le grand roi d'Angolmois. Avant et après, Mars régnera avec bonheur. Cette date est déjà passée, et pourtant sa signification continue d'être débattue, réinterprétée encore et encore, sans jamais parvenir à une conclusion définitive. Dans la centurie 8-4-24 des simulacres d'or et d'argent gonflés qui, après le vol, furent jetés dans le lac, lors de la découverte que tout était épuisé et consommé, par le feu, ils seront détruits dans l'assemblée. C'est l'un des rares quatrains de Nostradamus que plusieurs économistes et historiens ont cité dans le contexte des crises financières. Des simulacres d'or et d'argent gonflés peuvent être interprétés comme des représentations de valeurs sans réel soutien. Papier-monnaie, actif numérique. Partout où la valeur est une promesse collective, jetée dans le lac après le vol, cela suggère que l'effondrement survient après une trahison interne, et non à cause d'une attaque extérieure. Je ne vous dirai pas à quelle année ou événement cela correspond, mais ce quatrain n'a pas de date assignée et n'en a toujours pas. Chacun de ces quatrains semble contenir quelque chose, mais ce quelque chose ne se révèle jamais complètement, et peut-être que c'est là le véritable mécanisme qui maintient la figure en vie. De Nostradamus. Non la précision, mais plutôt l'ambiguïté, non pas la réponse, mais la question constante. Bien sûr, les sceptiques parlent de Nostradamus comme d'une fraude historique, et ils sont même allés jusqu'à dire que ces vers ne sont que des copies d'autres textes sacrés à caractère apocalyptique. Mais le mythe est déjà plus fort que toute explication prétendument rationnelle. Cet enfant de Provence qui a appris à lire le ciel avec son grand-père, il se peut qu'il n'ait pas vu l'avenir, mais il a compris quelque chose que nous n'avons toujours pas totalement résolu. Le besoin humain de trouver un sens dans le chaos, de croire qu'il y a une logique derrière ce qui nous arrive, que quelqu'un, quelque part, le savait déjà. C'est ce qui fait que ces quatrains restent ouverts 500 ans plus tard. Ce n'est pas la précision, mais l'ambiguïté. Ce ne sont pas les réponses, ce sont les questions. Comprendrons-nous un jour ces quatrains les plus étranges? Pourrons-nous dire à l'avenir que cet homme ne se trompait pas et qu'il a encore eu raison? Oserez-vous les déchiffrer? Je vous invite à revenir sur cette vidéo et à les réécouter. Pensez-vous être capable de voir dans ces lignes ce qui va nous arriver? Je vous lis dans les commentaires.